bienvenue à cette première courte série d'entretiens avec des experts des thèmes associés au cours éthique et professionnalisme. Je m'appelle toujours Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement à l'Université Laval. Je suis votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je donne le cours éthique et professionnalisme, puis c'était pour moi le moment des bilans, le moment de regarder un petit peu le chemin parcouru, puis les thèmes du cours, l'histoire du cours, puis se tourner tranquillement vers l'avenir. Et pour se tourner vers l'avenir, qui de mieux pour m'accompagner que celui qui m'a confié ce cours. C'est un chercheur qui connaît mieux que quiconque, je dirais, le système professionnel, les enjeux éthiques associés à l'exercice de la profession en génie. Je vous propose un entretien tête-à-tête avec une des têtes académiques les plus impressionnantes que je connaisse. Une tête d'une très grande rigueur, un homme engagé, très travaillant, extrêmement rigoureux et avec un franc-parler que vous adorez. Luc Bégin est avec nous. Comment ça va, Luc? Ça va très bien, merci. C'est beaucoup de compliments. Ben oui, t'en mérites. Bon. Tu mérites tout ça. Luc, merci d'avoir accepté cette invitation. Écoutez, vous le savez peut-être pas, mais je vais vous l'annoncer en primeur. Luc Bégin va bientôt prendre sa retraite. Et là, il vient de lever les yeux vers le plafond. Comment t'anticipes ça, Luc, une retraite? Honnêtement, je ne sais pas très bien parce que je viens quand même d'accepter le poste de la présidence de la commission de l'éthique en sciences et technologies. C'est ça, je me suis dit cette semaine quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, bon, ben, il va prendre sa retraite, mais pas tant que ça. Non, pas tellement. C'est un mandat pour 3 ans, éventuellement renouvelable pour un autre 3 ans. Donc, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Et puis, de toute façon, à l'automne, quand je commencerai ma retraite, il va me rester encore quelques étudiants de doctorat que je vais suivre et un projet de recherche aussi qui se poursuit. Oui, donc c'est ça qui s'annonce pour la retraite de Luc. Donc, Luc est toujours très occupé. C'est ça, là, en ce moment, il travaille fort. Il vient de s'engager avec la commission d'éthique, sciences et technologie. Est-ce que tu vas-tu être capable d'arrêter un jour, Luc? Oui, ben mon ambition, c'est qu'en prenant ma retraite, je vais commencer à profiter de mes fins de semaine. Bon. Alors, c'est quand même bien. Au moins, il y aura ça. Il y aura ça, Luc. Écoutez, on a rarement le temps de discuter ensemble tous les deux. Puis on a encore moins le temps de discuter des thèmes du cours ou des nombreux articles et ouvrages sur le professionnalisme, sur l'éthique que tu as publiés. Puis je voulais prendre le temps de réfléchir avec toi au thème du cours. Puis comment faire ça avec Luc quand il est aussi occupé? Faut le piéger. Faut le rentrer dans mon bureau. Faut l'asseoir sur une chaise, lui mettre un micro. Voilà, donc c'est ce que je vous promets avec Luc. Luc, quand je t'ai demandé justement de participer à un enregistrement comme ça, tu avais l'air surpris que je te demande pourquoi ça te surprenait? Ben oui, quand même. D'abord, je te remercie. C'est vraiment une farce, là. Je te remercie de m'avoir invité, mais j'aurais pas pensé que ça valait une émission, tout simplement. Ben là, voilà. Ben non, on fait ces choses, on les fait parce que c'est intéressant, parce qu'on est engagé, tu sais ce que c'est, hein? C'est ce que tu fais aussi. Et le temps passe et puis on continue, on embarque sur d'autres projets, puis voilà. C'est ça. Il me semble que c'est la normale. Mais de l'extérieur, là, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre la mesure aussi de ce que tu as fait, là. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on parle d'éthique, de professionnalisme, autant à une époque, c'était Jean Legault, Luc Bégin, aujourd'hui, on le voit dans tous les textes qui parlent de ci, de ça, des enjeux. T'es là, donc c'est le moment de mettre ça en valeur. Merci d'avoir accepté cette invitation, Luc. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une présentation plus formelle, je vais me lancer. Luc, il est professeur titulaire à la faculté de philosophie depuis 1999, mais il était
Oui, il a fait une farce, mais déjà professionnel, professeur adjoint en 1989. T'as eu peur, là. Oui. Non, je fais mes devoirs, là. Tu m'as coupé 10 ans de carrière. Non, inquiète-toi pas, là. Ça aurait pu me rajeunir, Mais remarque. en autant qu'on pousse pas la retraite, là, il n'y aura pas de problème. C'est lui qui a créé l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, donc l'IDEA, c'est lui. Il enseigne l'éthique appliquée, les éthiques, éthique publique, professionnelle, organisationnelle, les théories éthiques, philosophie du droit, ça fait partie de ses champs d'expertise. Ses plus récents travaux portent sur l'éthique publique, l'éthique organisationnelle, l'éthique professionnelle et il est aussi, vous l'avez entendu, président maintenant et pour les 6 prochaines années, président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Est-ce que je dois ajouter quelque chose à ce CV-là, Luc? Non, mais on va retrancher quand même là, à la CEST. C'est un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable. Donc, il n'y a pas d'engagement pour 6 ans. Il n'y a pas de promesse. Le contrat n'est pas encore signé, Luc. On va partir du début. Donc, moi, j'ai prévu un triptyque. Là, on va voir où on va se rendre avec ces entrevues-là. Mais disons, on va commencer par le début, Luc. Moi, j'avais envie de remonter jusqu'à tes tout premiers pas dans les thèmes du cours. Ça fait longtemps que ça te passionne. Éthique et professionnalisme, la profession d'ingénieur. Évidemment, on va cibler sur tout ça là, parce que ça concerne les thèmes du cours. Ça commence quand, comment, au début de ta carrière de prof, ces thèmes-là? Ou? En fait, avant. Avant, ça nous ramène au milieu des années 80. Donc, grosso modo, ça fait 40 ans. Quand même assez loin, alors que je commençais mes études doctorales à l'époque. Donc, j'étais étudiant et puis j'avais déjà écrit un livre avec Georges Legault à l'époque sur la formation morale au Québec. Et puis, je travaillais assez étroitement avec lui sur différents dossiers d'éthique appliquée. Et puis, quand le programme a débuté, j'ai été approché pour me joindre à l'équipe à l'époque et puis à donner le cours comme chargé de cours. Les ingénieurs comme ça arrive comment? Pourquoi que cette clientèle-là est ciblée? Ça arrive-tu là ou ça arrive plus tard? En fait, les ingénieurs, c'est ce dont je te parle. Là. Milieu des années 80, c'est vraiment ça. Là. C'est quand le programme commence à être offert à la faculté. Mon Dieu, c'est pas faculté de sciences et génie, l'université de Sherbrooke, mais c'est faculté de génie. Enfin, Okay. Les programmes de génie qui sont rassemblés dans cette faculté. Et à l'époque, c'était Jacques Racine de la faculté de théologie. OK, ici, Luc vient de dire Jacques Racine et c'est Louis Racine. Puis là, Luc, ça voulait beaucoup à la fin de l'entrevue. Hein? Je peux pas croire que j'ai dit Jacques, c'est Louis Racine. Puis tu peux-tu rentrer ça, puis tu peux-tu changer ça? Ben voilà, c'est fait, vous le saurez. C'est pas Jacques Racine, c'est Louis Racine. D'ailleurs, Luc va y revenir un peu plus tard, là, quand il va se rendre compte de son erreur. Qui avait été approché, mais comprendrez que moi j'étais étudiant à ce moment-là au doctorat, j'étais pas au fait de toutes les tractations et contacts que les professeurs, surtout des professeurs d'autres facultés, pouvaient avoir. Là. Donc le fin de détail, comment ça s'est mis en place, je le sais pas vraiment, mais c'est dans ces années-là, hein, milieu des années 80, que Jacques Racine avait été approché, avait initié ce cours. Très rapidement, Georges Legault a été appelé pour compléter le travail, pour développer davantage le volet d'éthique. Et ce sont ces deux professeurs, Georges Legault qui était professeur de philosophie au département de philosophie de l'Université de Sherbrooke et qui avait été également mon directeur de mémoire de maîtrise. Donc, ceci expliquant un peu cela. Et on était en contact, même si je n'étais pas au doctorat à Sherbrooke. À l'époque, l'Université de Sherbrooke n'avait pas de doctorat dans leur programme de philosophie. Ah oui? Et c'est à ce moment-là qu'on a été, c'est ça, que Georges et Jacques ont développé le programme. Ils m'ont associé très rapidement parce qu'ils avaient besoin d'une autre ressource pour donner le cours. Parce que très rapidement, c'est l'ensemble, la totalité des étudiants des programmes de génie qui devaient être rejoints par ce cours-là. Et comme il s'agissait de deux professeurs réguliers qui avaient déjà leur charge de travail, ils avaient besoin d'une troisième ressource pour
compléter. Puis toi, t'arrives là-dedans. Moi, je suis arrivé là-dedans et puis j'ai roulé là-dedans, dans le fond, pendant mes études doctorales. Le livre qu'on a rédigé est arrivé, dans le fond, on a commencé à le rédiger quand je terminais mes études doctorales et ça s'est terminé au moment, en fait, la publication a eu lieu alors que j'étais devenu professeur ici, à l'Université Laval. Et donc, je donnais plus le cours à ce moment-là. Mais le livre était là. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard à ce livre-là. Puis les experts à l'époque qui tournaient, est-ce que ça ressemblait à qui? Ça dépend. Bon, et Racine, Legault. Si tu parles de l'éthique et de l'ingénierie, ça se limitait pas mal à nous. Ah oui, hein? Oui. C'était un domaine. Tu me demandais pourquoi je te reçois, et il y a ça, là. Je veux dire, ça fait 40 ans, mais ceux qui étaient là au début, il n'y en a pas tant que ça, là. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il faut dire qu'à l'époque, l'éthique de l'ingénierie au Québec, il y avait rien. Et là, je m'excuse auprès de qui que ce soit, s'il y a quelqu'un qui pourrait dire oui, mais nous, on a déjà fait quelque chose. Oh non. J'ai pas souvenir. Et non seulement au Québec, mais dans la francophonie, c'était pas quelque chose qui était développé. Ça avait commencé, en fait, ça s'était développé aux États-Unis. Et c'est dans la foulée des travaux états-uniens que les initiateurs du projet ici en étaient venus à dire, oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose, nous aussi. Il y a un besoin. Puis, en matière d'enseignement, sur les méthodes d'enseignement, les approches d'enseignement de l'éthique, ça ressemblait à quoi? Toujours dans le cours? Oui, dans le cours, dans la formation des ingénieurs. Juste, tu sais, l'enseignement de l'éthique en soi, là, il y a des traces de l'enseignement moral là, aussi. Là. Est-ce qu'il y a encore ces traces-là ou les approches sont complètement différentes? Quand on est arrivé... Non, c'est clair que quand le cours a été développé... Toi, j'en doute pas. On n'était pas du tout... Non, ni Jacques Racine, ni Georges Legault, on n'était pas du tout dans une perspective de moralisation. Là. Absolument pas. Et ce qui était d'ailleurs assez novateur, je pense, à l'époque. Et c'était une époque aussi où, par ailleurs, dans les programmes de philosophie, l'éthique faisait un retour un peu timide. Après une période où, dans certains programmes, il y avait eu presque un abandon. Ah oui. Presque un abandon de la philosophie morale, si ce n'est que, puis là, ça s'explique par des considérations qui intéresseront pas nécessairement ton auditoire. Moi, ça m'intéresse. Mais et c'est un peu radical là, de parler d'abandon. Mais il y avait quand même des programmes. En tout cas, je pense à un programme en particulier où il y avait tout simplement pas de philosophie morale qui était enseignée, programme de philosophie, parce que à une certaine époque, il y avait eu, c'est ça, avec la montée de la philosophie analytique, de la métaéthique, donc des études qui prenaient davantage en considération l'étude du langage moral en tant que tel, mais pas de recul sans s'engager justement dans la direction de l'action. Et c'était davantage ça qui avait la cote. Mais là, l'éthique revenait tranquillement, se réinstallait, notamment par l'intérêt aussi que suscitait l'éthique appliquée. Notamment. Mais c'était des domaines grosso modo, en crise, non, l'éthique appliquée, c'était en émergence. C'était pas encore bien établi. Mais la philosophie morale. La philosophie morale était un peu, je dirais, c'est énorme ce que je vais dire, mais un peu sous le respirateur artificiel, disons. Un peu. À certains égards. Ouais. Et c'est dans ces années-là que ça revient. Et faut dire, on a une influence, on subit une influence très grande des États-Unis. On a l'influence du continent européen aussi, mais du côté des États-Unis, ces années-là, c'est une dizaine d'années après Theory of Justice de John Rawls. Et comme grosso modo, ça nous arrivait chez nous. Par la bande. 10 ans plus tard, qu'il y avait vraiment une intégration de ce qui se passait aux États-Unis. Donc, c'est revenu un peu dans cette filiation, dans ce courant-là, comme les éthiques appliquées d'ailleurs, qui arrivaient essentiellement de préoccupations de pays anglo-saxons. Très beaux éléments de contexte. Peut-être parlons des... est-ce qu'il y avait des problèmes à l'époque? C'est-à-dire que moi, je sais que mon époque,
en matière d'éthique et d'ingénierie, c'est sûrement la commission Charbonneau qui va avoir... Ouais. En fait, depuis que je donne ce cours, là, je dirais qu'il y avait un avant puis un après la commission Charbonneau. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte que les problèmes éthiques, on s'est rappelé que ça existe. Là. C'est comme si on l'avait oublié pendant quelques années. Puis que surtout, on s'est rendu compte que les acteurs étaient peut-être mal préparés pour résoudre ces problèmes-là. Du moins que le système dans lequel travaillent ces acteurs, c'est peut-être pas tout à fait favorable, je dirais, à l'exercice intègre de la profession. Il y avait des éléments un petit peu systémiques qui étaient là. Toi, quand tu commences à étudier ce domaine-là, est-ce qu'il y a des crises qui ressemblent à ça? Est-ce qu'il y a des commissions importantes? Des crises qui ressemblent à ça, pas tellement. Puis je dirais juste, hein, quand tout ce qu'on a appris avec la commission Charbonneau et tout ça, pour moi, ça avait été un peu, enfin, un choc. On voyait venir certaines choses depuis déjà quelques années, mais aussi une triste constatation que, bien que des enseignements dans le domaine se faisaient depuis, grosso modo, 1985, dans certaines universités, ça n'a pas empêché ces événements-là de se produire. Bon. Je ferme la parenthèse. On la réouvrira, cette parenthèse, éventuellement. Parce que pour un prof d'éthique, j'imagine que ça fait, tu sais, ça doit faire mal un petit peu. Là. Tu t'enseignes l'éthique, tu fais tu conçois ce genre de choses-là, tu formes tous les futurs professionnels en génie. Puis là, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Il doit y avoir un sentiment de qu'est-ce qu'on a manqué là? Je dirais quand même à notre décharge, c'est qu'on enseignait aux futurs ingénieurs qui passaient par l'Université de Sherbrooke. Ah! Et par la suite, il y a eu l'Université Laval, mais on pourra y revenir plus tard. Mais des événements à l'époque... Des commissions... Il y a eu certainement... Il y a eu la commission Malouf, hein, sur les coûts monstrueux de nos Jeux olympiques à Montréal, 1976. Le stade. Et on a tendance à oublier ça, mais la commission Malouf, même si c'était pas l'ampleur de la commission Charbonneau, là, mais c'est quand même... c'était une commission sérieuse, mais vraiment sérieuse, et puis qui avait montré des problèmes de collusion, de corruption. Dans l'industrie de la construction. Dans l'industrie de la construction. Et puis des protagonistes de ces problèmes-là, c'était les donneurs d'ouvrages publics, c'était des firmes de génie conseil, des entrepreneurs. C'était des entrepreneurs, des bureaux d'architectes, c'était... Voilà, avec des mécanismes de surveillance inadéquats, insuffisants, et beaucoup d'amateurisme aussi qui avait été soulevé à l'époque. Beaucoup d'amateurisme. Dans la gestion ou dans la réalisation des travaux? À peu près dans tout. À peu près dans tout, et notamment par le politique, par les pressions et les décisions qui avaient été prises à l'époque par la Ville de Montréal, pour ne pas nommer le maire Drapeau. On le salue, là où il est. Mais bon. Donc, il y avait quand même eu ça. Sinon, il y avait quand même des événements qui s'étaient produits dans les années 80, qui n'étaient pas au Québec, mais des événements qui avaient quand même marqué drôlement les consciences populaires. L'accident de la navette Challenger. Challenger, c'était en 1986. L'accident de Three Mile Island, nucléaire, 1979. Tchernobyl, accident nucléaire, 1986 aussi, même année que Challenger. Oui, donc des professionnels, des hommes de science, puis qui l'échappent. Absolument, qui l'échappent. Et qui l'ont dit, là où il y a un endroit où il y a des experts, mais de vrai, c'est bien à la NASA. Là où il y en a également pour des questions de sécurité, c'est bien dans l'industrie nucléaire. Mm-hmm. Et pourtant, ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les risques, des risques abusifs qui ont été pris? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça se reproduise? Est-ce qu'on a pensé suffisamment à la sécurité, qui est censée être la valeur primordiale de la pratique du génie? Donc, il y avait beaucoup de réflexions. Puis leur conception, la conception des professionnels, est-ce que c'était la même à l'époque quand tu regardes? Je sais pas, si on compare aujourd'hui comment les professionnels se perçoivent, se conçoivent.
à l'époque? Est-ce que c'était... Je pourrais difficilement répondre à ça parce qu'à l'époque de ces événements-là, bon, comme je disais au début, moi j'étais étudiant au doctorat, je faisais ce travail-là, je m'y intéressais beaucoup, mais j'étais peu ou même pas en contact avec les professionnels en exercice. C'était les étudiants qui étaient mon contact, c'était les professeurs, mais c'était pas vraiment, vous savez, de l'intérieur de la boîte. Là, hein. Par la suite, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'Ordre des ingénieurs, j'ai eu beaucoup de contacts avec des ingénieurs seniors, mais à l'époque, c'était pas le cas. Le maximum, je dirais, c'était les contacts que j'avais avec le syndic de l'Ordre à l'époque. C'est un bon contact. Qui était quand même bien, oui. Ça donne un drôle de portrait de la profession. Là. Tu vois tous les professionnels que ça a mal tourné, qu'il y a eu des plaintes, qu'il y a eu des... Ouais. C'est sûr que ça donne un portrait. Puis le cadre normatif, justement, à l'époque, ça ressemblait à quoi? Les normes, les règles, est-ce qu'on est dans le même cadre? Je sais que le code des professions, c'est dans les années 70. C'est très semblable à ce qu'on a aujourd'hui. Très, très semblable à ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, il y a eu des petites modifications ici et là, mais peut-être dans les modifications les plus importantes, c'est pas des modifications qui ont affecté si directement la pratique des ingénieurs. En 1994, il y a eu une réforme très importante qui a fait en sorte d'ailleurs qu'on est passé de l'appellation corporation professionnelle à ordre professionnel. Ah, c'est là que ça s'est fait là. C'est en 94 qu'on a abandonné la fameuse notion la désignation corporation pour des raisons assez évidentes, parce qu'à l'époque, c'était associé à corporatisme, et corporatisme avait une image très négative, parce que le corporatisme, ce que ça nous dit essentiellement, la façon qu'on se le représente, ça veut dire c'est un groupe de personnes qui travaillent dans le fond pour leur strict intérêt. On se tient les coudes, on se serre les coudes, puis on se défend entre nous. Voilà, avec les stratégies de capture de marché, puis de défense de nos pour se distancier un peu du mot corporatif, oui, absolument. On a dit ça va être des ordres professionnels. On a passé à ordre professionnel. Il y avait beaucoup d'ordres professionnels qui s'appelaient ordre professionnel, qui s'appelaient pas corporation. Mais on a vraiment abandonné dans la loi, là, dans le code des professions, là, ce terme-là. Le terme corporation. On a fait aussi à la même année les premiers encadrements des gestes à caractère sexuel. Ah oui. Qui était donc il y avait quand même des problèmes qui se posaient à l'époque et on a commencé ces premiers encadrements là dans la réforme de 94, qui était quand même pas banal. C'est loin d'être banal. Corporation. Puis les manquements à caractère sexuel à absolument. La même époque. Et on a créé aussi en même temps, dans cette réforme-là, la révision, les comités de révision qui n'existaient pas auparavant, qui fait en sorte que... Lorsqu'il y a un jugement, si tu veux contester? Ou... C'est ça, les personnes qui veulent contester la décision qui a été rendue par le bureau du syndic. Ben oui, je t'aurais dit, mais t'as pas là, j'ai au moins un droit de rappel. Ben c'est ça. Donc ça, c'est en 94 aussi. Avant ça, en 86, il y avait une petite réforme où on avait rendu public, ce qui est quand même important, on a rendu public les comités de discipline. Ah oui. Et le travail des tribunaux aussi professionnels. Parce qu'avant, les jugements n'étaient pas publics? C'était pas public. Eh bien. C'était pas public. Et à partir de 86, donc, on a commencé à avoir justement cette idée que, non, faut rendre ça transparent. On doit ouvrir davantage la boîte pour que les gens sachent ça fait partie d'un peu de l'éducation au sens large, là, au moins qu'ils sachent que s'il y a des gestes, il y a des sanctions qui peuvent en résulter. Là. Ouais. C'est les modifications les plus importantes. Sinon, il y en a eu à partir de 2013 aussi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'encadrement des officiers des ordres professionnels. Des obligations, ça c'est avec et dans la foulée de la commission Charbonneau, l'obligation des conseils d'administration d'avoir des formations en éthique et déontologie, l'obligation faite aux syndics et aux syndics adjoints aussi d'avoir des formations. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Meilleur encadrement des comités de discipline aussi. Donc, tous ces gens qui s'occupent de la discipline et les gens aussi qui ont la responsabilité du bon fonctionnement des ordres professionnels se sont vus soumis à des formes de contrôle. Puis là, on est au tournant des années 85-90. Ça, c'est en 2013. En 2013. Cet encadrement-là, c'est dans les dernières réformes là, importantes qui ont eu lieu. Post-commission Charbonneau? Oui. En fait, qui s'inscrivent dans les travaux de la commission Charbonneau. Les recommandations, ils ont fait ça. Oui, tout à fait. Parle-moi un peu des étudiants de l'époque.
Quand tu les formes, Luc, ça ressemble à quoi? Les enjeux éthiques, est-ce que ça les intéresse? Mais je regarde aujourd'hui, là, c'est quoi la phase d'un étudiant quand tu dis aujourd'hui, on commence, c'est le cours 1, on va parler d'éthique? Ça a probablement pas beaucoup changé. Probablement pas. C'était ce qui était peut-être, et là, bon, vous allez me dire, il parle de l'Université de Sherbrooke, mais c'est l'époque, hein, c'est là où j'étais. Ben oui. C'est cette période dont tu me parles. On parlera plus tard de l'Université Laval, à une autre occasion. Mais ce qu'il y avait de singulier dans les programmes de génie de la faculté là-bas, c'est que tous les étudiants devaient obligatoirement faire des stages. Obligatoires dans leur formation. Et nous, on les attrapait au détour des stages, suite aux stages. Donc, l'idée, puis ça, c'était très important dans le programme de formation. On ne faisait pas éthique et déontologie ou éthique professionnelle en première session ou en deuxième session. On attendait que les étudiants aient fait du terrain. Pour qu'ils les voient de leurs propres yeux, des problèmes potentiels. Et non pas au début, là, quand ils idéalisent un petit peu leur profession, tu leur parles pas de ça en rentrant, ils veulent en génie mécanique, ils veulent construire des mécanos, ils veulent construire des robots, ils veulent pas se faire parler d'éthique, mais quand ils sortent de leur stage, là, je l'ai vu le terrain, j'ai peut-être des petits problèmes que j'ai pu détecter. Et ce qui était intéressant, c'est que en fait, bon, et là, je dirais pas que je peux avoir un problème de souvenir ou d'idéalisation aussi d'une époque, là, mais il y avait beaucoup d'étudiants, donc clairement, qui n'étaient pas intéressés au départ, mais il y en avait quand même un certain nombre qui l'étaient à cause de ça. Ah oui. À cause de ça. Et dans le cours, la façon dont le cours était structuré, bon, on abordait des thématiques qu'on voit dans notre livre. Il y avait une rencontre avec le syndic de l'ordre. Et bien sûr, la rencontre avec le syndic de l'ordre, bon, on la plaçait pas à la 9e ou 10e séance. Hein. C'était préférable que ça arrive assez tôt. Parce que pour ceux, j'allais dire et celles, mais il y avait pas beaucoup de celles à l'époque. Mais pour les personnes étudiantes, comme nous disons aujourd'hui, de l'époque, ben, ça signifiait, quand le syndic parlait, oh, ouais, voilà, c'est sérieux ce cours, finalement. Oui, il y a des choses, il y a des vrais problèmes avec des vraies sanctions, des vraies personnes. Donc, pour les récalcitrants, ben, je veux dire, ça les convainquait là, que ça voulait dire quelque chose. C'est drôle, hein, l'éthique, on dirait que toutes les fois que tu l'enseignes, peu importe à qui d'ailleurs, il faut que tu partes, il faut d'abord que tu es convaincu que ça existe, qu'ils en font partie, que c'est un problème. Parce que si tu pars par la théorie, on dirait qu'ils gardent les bras croisés en disant ben, t'as rien à m'apprendre, il n'y en a pas de problème, je suis pas le problème aussi. Oh, et puis de toute façon, ce réflexe-là continue chez beaucoup de gens, beaucoup de professionnels. On ne peut pas être le problème, on agit en suivant le bon sens, le gros bon sens, mais le GBS, là, ça donne pas toujours des résultats extraordinaires. Hein? Donc, non, puis la plupart des manquements aussi sont commis par des gens qui se disent puis qui se pensent honnêtes aussi. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Les petits, là, pas des gros manquements, mais les petits, c'est sûr. Et une particularité, c'est qu'on insistait beaucoup sur justement la délibération éthique, parce que ce qu'on retrouve dans notre livre à l'époque, qui avait été, cette portion-là avait été développée par Georges Legault, on amenait les étudiants donc à de la délibération, mais à partir d'analyses de cas que eux suggéraient. Ouais. Et ils étaient en mesure d'en suggérer parce que, comme ils nous disaient, c'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à des gens que je connais, des amis, des gens avec qui, bon. Alors, et c'était fort intéressant parce que les étudiants étaient, en général, pas tous bien entendu, là, mais il y avait beaucoup d'étudiants très engagés dans leur délibération parce que ils avaient été coincés. Ouais. Déjà, comme étudiants, à poser des actes ou face à des demandes ou à voir des choses qui les intriguaient au minimum. Ouais. Je l'ai encore cet exercice-là avec les étudiants, leur demander de trouver un vrai problème, consulter des gens qui ont déjà travaillé ou de s'inspirer des stages. Parce que justement, ça ancre la réflexion. Puis souvent, des fois, ça cadre un peu leur réflexion. Pour ceux qui ont déjà vécu des problèmes, souvent, je me rends compte qu'ils ont tendance à essayer de justifier les décisions qu'eux-mêmes ont prises un peu plus tôt. Mais en même temps, ça rend le débat avec les autres assez engagé. Là. Ben, c'est intéressant parce que ça leur permet, comme tu dis, hein, d'ancrer ces questions dans la réalité et d'en voir la pertinence. Oui. Je pense qu'il est le point de départ. Hein. Écoute, Luc, on va sauter dans un premier ouvrage. On va commencer. Écoute, j'ai un beau livre ici.
t'en as apporté une belle haute copie. Elle a été épluchée. Tu le reconnais parce que ton nom y figure. Ça s'appelle Éthique et ingénierie. Puis, je me rappelle pas de l'avoir acheté, Luc. En fait, je pense que c'est mon frère qui a dû... Parce que mon frère a eu une formation en génie. Je pense que c'est lui qui l'a acheté puis qui savait plus quoi en faire, fait qu'il me l'a donné. Je pense que c'est pour ça. Est-ce qu'il avait servi un peu au moins? Ben, en tout cas, les coins sont écornés un peu là. C'est Bon. peut-être un bon signe. C'est un livre que tu as coécrit. On est en 1991 avec, c'est les mêmes coupables. C'est Georges A. Legault et Louis Racine. J'ai dit Jacques Racine. Ah oui, Oh mon Dieu, depuis le début de l'entrevue, je non, dis Jacques Racine. Alors, toutes mes excuses, parce Puis moi que aussi, j'aurais dû Jacques le dire. Racine est un collègue ici à la faculté de théologie et sciences religieuses qui a pris sa Louis. retraite et que j'ai côtoyé. Et Louis Racine. Parle-moi de Louis Alors, Racine d'abord. mes excuses, Jacques, et mes excuses à tout le monde qui ont suivi jusqu'à maintenant pour avoir... Puis Louis Racine, Louis. qu'est-ce qu'on peut ajouter sur Louis? Bon, voilà. Louis Racine, qui était professeur de théologie à l'Université de Sherbrooke, Bon. d'où vient peut-être aussi la confusion. Mais j'ai toujours eu un problème avec les noms. Voilà. Là, je vais m'excuser encore. Donc Georges Legault. Et Georges Legault, c'est ça, c'est les gens qui ont initié ce projet-là. Et puis j'ai davantage connu Georges Legault parce que, comme je disais, il a été à la fois mon professeur en philosophie, puis il a été mon directeur à la maîtrise, et puis on avait déjà écrit ensemble. Ça s'est écrit tout le monde ensemble? Comment ça se passe, le processus d'écriture? Ça s'est écrit tout le monde ensemble, mais je vais être bien clair et très humble, hein, je veux dire, et c'est la réalité. J'étais le troisième des auteurs. Le projet était véritablement initié par et Louis Racine et Georges Legault. C'est eux qui l'avaient initié, c'est eux qui ont conceptualisé la trame de cet ouvrage, comme ils avaient de toute façon développé la structure du cours. Hein. Moi, je suis arrivé, j'ai pris ce qu'ils développaient, et puis, évidemment, j'ai ajouté des choses ici et là. Je suis devenu un des auteurs, j'ai rédigé des parties du livre, mais c'était quand même le projet initié au départ par mes deux collègues. Tu me disais qu'il n'existait pas grand-chose à l'époque. Puis tu parlais aux États-Unis, il y avait quand même tu as parlé du buzz un petit peu du engineering ethics aux États-Unis, qui prenait de plus en plus de forme. Puis au Québec, donc tu me dis qu'il y a personne nécessairement qui réfléchit à ces enjeux-là, qui pense, qui écrit. Il y avait des choses qui touchaient davantage le volet juridique ou la déontologie. Voilà. Mais la déontologie stricte. Hein? Donc ça, oui. Il y a un code, il y a les règles, c'est quoi? Oui, on les connaît. C'est quelque chose qui était couvert. Et là, malheureusement, je me rappelle pas mais il y avait, oui, un ouvrage qui traitait des aspects déontologiques, mais de la pratique du génie, mais vraiment dans une perspective essentiellement juridique. Et comme je disais, même du côté, dans la francophonie, on voyait pas vraiment non plus de développement à cette époque, ce qui explique peut-être aussi pourquoi ce livre avait remporté un prix en France. Surtout aussi, tu es content d'avoir enfin un livre en français qui parle oui, en fait, on avait remporté le prix, c'est le prix Roberval. Prix Roberval, qui est le prix français du livre et de la communication en technologie. Bon. Qui était décerné par l'Université de Compiègne, qui est une université assez réputée en technologie en France. Donc en 92, un an ou un an et demi après la parution. Alors, pour moi, c'est un indicateur, effectivement, qu'il n'y avait pas ce type de matériel. Donc, un livre, on se met à former les ingénieurs, on leur donne des formations en éthique, on essaie de mieux les former le mieux possible. Il semblait quand même avoir un problème à l'époque. Dans un autre texte, j'ai retrouvé l'origine du texte. Ça s'appelle « Professionnalisme et éthique dans la formation des futurs ingénieurs au Québec ». Tu mentionnes
Alors là, ici, on est au tournant des années 2000. Par contre, on mentionne qu'il était temps de mettre un terme, sinon à l'improvisation, du moins au manque de concertation dans la formation universitaire offerte en matière d'éthique et de déontologie. C'est quoi que ça veut dire, ça, ce manque de concertation, l'improvisation? C'est un mauvais moment? Bon, qu'est-ce qui se je passe? sais pas si je l'exprimerais de la même façon aujourd'hui. Peut-être pas. C'était peut-être un peu excessivement dur. C'est quoi qui se passait? Est-ce que Il se passait pas beaucoup de choses. T'en as glissé quelques mots, tu sais, à l'Université de Sherbrooke, ça semble être bien développé, mais au Québec, dans les différents endroits où se donnent des formations en génie, est-ce qu'il y avait une cohérence, une homogénéité dans tout ça? À mon souvenir, ben non, justement, il y avait pas. Il y avait pas. Il y avait peu de choses. Il y avait des enseignements ici et là en déontologie qui pouvaient concerner parfois une section de cours. Mais on n'était pas dans un processus moi je dirais, de systématisation et de structuration réelle d'enseignement dans le domaine et qui allait au-delà de la déontologie. La déontologie, elle est essentielle. C'est clair, là, je pense qu'on s'entend là-dessus. Oui. Déontologie nécessaire, mais non suffisant. Voilà, elle n'est pas suffisante. Donc, ce qu'il y avait beaucoup, mais ça se voyait, ça pouvait se voir dans des programmes de génie, mais ça se voyait aussi dans d'autres professions, d'autres programmes professionnalisants, où on faisait des enseignements ici et là, un 3 heures ou un 6 heures dans un cours au détour, où on présente la déontologie. Puis voici le code, allez lire ça. Vous l'apprenez, vous allez savoir c'est quoi les grandes têtes de chapitre, c'est ça, et puis vous devez en être conscient, puis appliquez-le. Respectez ça. Ouais. On s'entend qu'on va pas très loin, ça fait pas, comme on disait, ça fait pas des enfants très forts au plan de l'éthique et de la réflexion, de la qualité de jugement. Donc là-dessus, je pense qu'il y avait, mon jugement était peut-être un peu sévère, mais en même temps, ça dépend un peu de ce qui se passe à l'époque. Il y a une diversité. Quand je regarde un petit peu ce qui se donnait à l'époque, je l'avais regardé un peu, tu sais, t'avais des cours de déontologie, mais tu avais aussi des cours de type, je sais pas, technologie, société, là, où tout à coup, on réfléchit de façon très large. Puis entre la déontologie puis un autre cours, technologie et société, ben, ils sont complémentaires peut-être, là, mais la cohérence, tu sais, il y a des ingénieurs qui sont obligés de suivre des cours de déontologie, d'autres qui sont obligés de suivre un cours plutôt réflexif sur des enjeux généraux associés à la science. Ça manquait, ça manquait de coordination, ça manquait de complémentarité ou je pense qu'on était. C'est pour ça peut-être un peu le côté improvisation, c'est que oui, et je pense que c'est important, et bon, avec le recul, je peux comprendre que au point de départ, on tâtonne un peu. On va regarder, il y a des enjeux sociaux de différents types qui sont entraînés par la pratique du génie, par le développement des technologies. Donc, on va ouvrir à ça et c'est très certainement fait de bons enseignements. Oui. La question, c'est que on pensait pas de façon suffisamment intégrée. Voici qu'est-ce qui devrait être pris en considération pour l'ensemble de la formation de nos étudiants, puis d'assumer clairement que la question de l'éthique est une question qui est incontournable, tout simplement. Incontournable, ça exige de systématiser tout ça. Parmi ça prend des outils aussi. Puis dans l'ouvrage en question, je reviens à éthique et ingénierie. Dans l'ouvrage, il y a aussi, pour une première fois en tout cas, la proposition d'une démarche éthique, la proposition d'une grille de délibération éthique. Tu en as parlé un peu plus tôt, là, la fameuse grille de délibération éthique. Puis, c'est ça que j'enseigne dans mon cours. Dans mon cours, on appelle ça la grille de Legault. C'est comme ça qu'on l'appelle. Puis ça fait plus de 25 ans que cette grille-là, elle est enseignée. En fait, partout où on voit éthique et professionnalisme, peu importe la profession qui est ciblée, il y a tout le temps une grille qui ressemble à celle-là, d'ailleurs. Pas toujours pareil, mais c'est toujours celle-là qui semble avoir inspiré au moins les grilles proposées. Pourquoi c'était nécessaire de proposer une grille? C'était quoi l'intention de Legault?
Bon, Pourquoi évidemment. une grille? Ça donne l'impression que on peut juste compléter la grille puis on va avoir la bonne réponse. Oui, ça donne l'impression jusqu'au moment où on essaie de le faire, hein, Oui, évidemment. Les étudiants, ils vont comprendre ce que tu veux dire. Là. Ça a l'air simple. Tu dis une grille, ben OK, compléter la grille, puis là, tu essaies de la faire. Tu dis, oh, t'as pas. Voilà. Non, je pense, et c'est ça le modèle, la grille de délibération que tu utilises actuellement, tu dis, c'est ça fait 25 ans, parce que oui, c'est la grille telle que Georges Legault l'a redéfinie et développée dans Professionnalisme et délibération éthique en 99. Hein. Donc, c'est, en grosso modo, c'est 10 ans après le travail qu'on faisait pour le livre Éthique et ingénierie. Dans Éthique et ingénierie, la grille est un peu différente, mais en fait, c'est une version 1 de son modèle de délibération qu'il a peaufiné, qu'il a retravaillé pendant quelques années. Tu fais critiquer pendant 10 ans, puis là, il a dit, bon, OK, je vais ajouter ça et là. Non, mais je pense que la beauté de la chose, c'est qu'il voyait justement des améliorations potentielles à apporter, puis il s'est vraiment mis... Bon, mais l'idée au point de départ, c'était l'idée de Georges, mais est-ce qu'on peut aider... Comment peut-on aider de futurs professionnels et des professionnels en exercice aussi, parce que ça a été ça par la suite avec son deuxième livre, vraiment, où il visait aussi des professionnels en exercice, là, beaucoup. Comment on peut aider ces personnes à prendre des décisions qui soient le fait de personnes responsables, qui s'assument comme individus responsables, comme des professionnels qui savent et qui sont capables de présenter des raisons solides à l'appui des décisions qu'ils prennent et qui acceptent aussi de les soumettre à la critique des autres, ces décisions-là. C'était ça son idée. Donc, au point de départ, on doit éviter le modèle de, on vous enseigne la déontologie puis partez avec ça. On n'a pas besoin de grille, hein, pour ça, on s'entendra. Oui, facile. D'autres modèles aussi, quand même assez courants en philosophie ou inspirés de la philosophie, qui étaient davantage, on regarde d'un point de vue des théories déontologiques, donc axées sur les droits, les devoirs, les obligations. Quelle serait la meilleure décision et pourquoi? D'un point de vue utilitariste, donc la maximisation des biens, quelle serait la meilleure décision à prendre et des conséquences, en effet. On regarde à partir d'un modèle d'éthique des vertus, quel genre de personne finalement je voudrais être et où mon entreprise voudrait être et est-ce que c'est la bonne chose et ça me mènerait à quel type de décision. Donc, des repères comme ça qui fait que c'est des modèles qui peuvent être intéressants pour éclairer. Ces modèles-là que tu décris sont là dans la grille aussi. En fait... Comme déontologie. Oui. Mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça, c'est la réponse de philosophe habituelle. Oui, mais non, parce que je trouve que un des intérêts, justement, du modèle de Legault, c'est que plutôt que de dire, prenez un modèle puis regardez à quelle décision ça vous mènerait, c'est pas le conséquentialisme ou l'utilitarisme qui est à l'œuvre qui sont à l'œuvre dans son modèle. Ce qui est à l'œuvre, c'est la prise en compte des conséquences. Ce qui n'est pas la même chose. C'est vrai. Parce que ici, la conséquence ne détermine pas la décision, à la différence du modèle utilitariste. Là, on embarque dans des éléments de théorie, là. Oui, c'est intéressant. Et la même chose, il y a la prise en compte du cadre normatif. Ce qu'il en est de la déontologie, ce qu'il en est, par exemple, de lois ou de règlements existants. Mais la prise en compte de ça ne commande pas la décision non plus. Donc, dans l'intérêt pour moi de ce modèle-là, ce qu'il y avait de nouveau et ce qui a probablement fait aussi son succès, c'est que on n'amène pas la personne à une décision à partir d'une théorie, mais on oblige les personnes à prendre en considération un ensemble de facteurs le plus large possible et à dégager de ces éléments-là ce que ces personnes, ce qu'elles arrivent à voir comme étant les valeurs prioritaires devant guider leur action, à leur avis, prenant en compte les conséquences probables des décisions, prenant en compte les cadres normatifs aussi qui sont à l'œuvre. Et donc, en ayant cette perspective élargie, et d'en arriver progressivement à donc le modèle, qui est un peu un modèle en entonnoir finalement, d'en arriver à un conflit, une tension qui est au cœur
Entre deux valeurs. Du dilemme entre deux valeurs qui amène ensuite à la construction des raisons. Hein, Oui. où les personnes sont appelées à argumenter. Je trouve que c'est vraiment de la conscientisation, c'est-à-dire que la personne qui est en train de prendre la décision, souvent, il va identifier les deux valeurs. Tu sais, bon, au début, c'est un peu informe et confus tout ça. Éventuellement, ça se synthétise dans deux valeurs. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il nous demande de prioriser une valeur, mais ce que ça fait, c'est que ça fait mal aussi. C'est-à-dire que si tu en priorises, tu vois bien qu'il y a une valeur très importante qui se retrouve en second. Oui. Puis là, ça devient plus conscient. Là. C'est-à-dire que là, on fait un choix, mais on priorise une valeur. Tu sais, des fois, dans quand tu regardes les valeurs, tu sais, sur les sites des compagnies, il y a toujours des valeurs, là, un énoncé. Un énoncé de valeur. Un énoncé de valeur. Mais tu sais, c'est parce que c'est jamais problématique tant que tu n'as pas à prioriser une par rapport à l'autre. Parce qu'un dilemme, en tout cas, un problème éthique, c'est souvent le cas, là, c'est qu'il y a deux très grandes valeurs qui sont là, qui s'affrontent. Puis à un moment donné, attache ta tuque, il va falloir en mettre une par-dessus l'autre ou prioriser une par rapport à l'autre. Forcément, quand on parle d'enjeux éthiques, c'est qu'on parle à ce moment-là de tension entre des valeurs et où on doit voir à ce moment-là lesquelles on priorise. Et je dirais en aparté que, dans le fond, le travail qui se fait à la Commission d'éthique, sciences et technologies, qui est pas du même ordre parce que ce sont pas des décisions singulières à prendre dans des contextes et des situations très précises, très particulières. Mais ça vise des problèmes qui sont susceptibles ou qui sont déjà engendrés par le développement des sciences et technologies. Et il y a des enjeux éthiques qui se posent. Et les enjeux qui sont formulés dans les rapports et les avis de la Commission se posent dans ces termes-là aussi. Oui. Ce sont des tensions. Et on a à voir entre des valeurs et on a à voir qu'est-ce qu'on priorise. Ouais. Et à ce moment-là, le législateur devrait poser tel et tel acte, qui est le propre des recommandations. Vraiment intéressant. Si on regarde la grille dans le détail, puis on va voir, là, ça va repasser dans... Il y a plusieurs des choses qui ont été mentionnées, puis tu me diras si tu veux commenter. Là. Donc, la grille de Legault, maintenant, sa version enseignée, là, il y a 4 étapes. Là. Désolé de te refaire passer à travers ça, Luc. Mais il y a 4 étapes. Si tu l'as enseigné, tu dois être tanné de l'entendre. On fait, les faits. On part des faits. Donc, on demande à la personne, tu as un problème éthique. D'abord, tu vas examiner les faits. Tu regardes les acteurs qui sont impliqués. Tu essaies de voir les conséquences positives, négatives sur chacun des acteurs. On va identifier les normes. Tu vois, la dimension déontologique est un peu là. On regarde les normes, les codes, les lois. La deuxième étape, on dit... Deuxième phase, excuse-moi. C'est qu'on a 13 étapes. On a 13 étapes dans son modèle et on a 4 phases. Oh non! Je retiens le vocabulaire. Aïe. OK, la deuxième phase, on identifie les valeurs en conflit. Donc, c'est ça qu'on dit. Là, c'est, OK, tu as vu les conséquences, tu as vu les normes, tu identifies les valeurs. C'est quoi les valeurs qui se cachent derrière les normes, derrière les conséquences que j'ai identifiées? Le troisième, c'est le processus de décision rationnelle. Donc, c'est là que l'heure des choix déchirants se fait. Là. Il y a une valeur qui va être priorisée et donc, il y en a une qui passe en second. Puis la quatrième étape, c'est ça l'est toujours, en tout cas pour moi, c'est un peu plus flou. Là. La communication de la décision avec les parties prenantes, mais moi, je vois surtout un moment de regard analytique un peu là, sur la décision, avec ses critères de réciprocité, exemplarité, tout ça. Là. Oui, c'est la mise à l'épreuve de la décision. Oui. Moi, je le vois vraiment de cette façon-là. Je pense que vraiment Georges l'a pensé de cette manière, parce que le modèle qu'il a développé, c'est un modèle qui est fondamentalement dialogique. Et ce qu'il cherche avec un modèle comme celui-là, c'est justement de donner les ressources aux personnes pour qu'elles soient capables d'entrer en dialogue avec les autres sur les choix qu'elles ont faits ou qu'ils feront ensemble, hein, parce que parfois, c'est des décisions de groupe ou d'équipe. C'est souvent même des décisions importantes, ça se prend rarement ça. Là. Et pour être capable de les faire correctement, avec toujours cette idée en arrière-plan, vaut mieux prendre une décision qu'on aura suffisamment réfléchi qu'une décision prise rapidement qu'on regrette par la suite. Ça, oui. Hein? Mais c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Et ça vaut pour des groupes, des équipes de travail aussi, où parfois on va un peu vite. Alors, le gut feeling, là, on fait vite le tour. C'est ça. Puis où on se fie au leader, puis le leader décide et règle ça, mais on a à assumer ensuite la décision, on a à vivre avec ça. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Hein, sa dernière phase, c'est vraiment celle du
dans le fond, du test vis-à-vis autrui. Autrui posé un peu de manière abstraite là, quand il parle de ces 3 tests, Ouais. mais c'est aussi l'entrée en dialogue, c'est-à-dire la capacité de présenter aux autres une argumentation complète. Ouais. Et est-ce que vous êtes disposé à rendre publique la décision que vous avez prise, incluant les raisons réelles, vos motivations réelles pour lesquelles vous avez pris cette décision-là? Et c'est pour ça que je disais que son modèle, c'est un modèle qui valorise beaucoup l'engagement et la responsabilisation des personnes. Oui. Au sens où, c'est pas Assumer. pour faire plaisir à l'autre qu'on dit quelque chose, c'est qu'on doit assumer la décision qu'on a prise. Oui, puis être capable de l'expliquer. Donc ça, c'est clairement les forces. Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des choses? Moi, ça fait plusieurs années que je l'enseigne. Là, est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que les étudiants, quand je demande des failles de la grille, ils me disent toujours qu'elle est trop longue, là, mais ça, c'est pas une bonne faille. Oui, ça fait partie. On peut évidemment reprocher que, et c'est pourquoi il y a des versions plus brèves qui ont été développées ici et là par différentes personnes qui retiennent l'essentiel, je pense, de la grille. Des failles. Non, je dirais plus. La grille doit être replacée aussi dans des contextes. Et peut-être que c'est quelque chose qui est pas suffisamment présent. Puis là, c'est pas une critique que je fais à Georges Legault, là. Mais avec le temps, j'en suis venu à me dire que on doit être attentif où les gens qui ont à travailler avec la grille, c'est une bonne chose s'ils prennent conscience également des facteurs, des environnements dans lesquels ils sont, qui peuvent avoir une influence sur leur processus de délibération. Et là, à ce moment-là, toute la question des biais que tu connais bien, être conscient de ça, être conscient aussi parce que il y a une littérature importante qui s'est développée sur les questions des dynamiques de groupe qui peuvent conduire à ce moment-là, mais même à l'intérieur, c'est ça, à l'intérieur des groupes qui peuvent faire qu'une pensée de groupe se développe qui est dysfonctionnelle en bout de ligne, qui va mal orienter les décisions. Donc, pour moi, tous ces facteurs contextuels de l'environnement de travail, des environnements décisionnels, si on les explique, si on les fait bien comprendre aux étudiants, la grille, à ce moment-là, elle peut être mieux exploitée. C'est vrai. Je pense. Parce que la grille, en elle-même... T'oblige aussi à penser à ça. Tu sais, en partie. Quand on dit identifier les parties prenantes, là, tu te mets à penser à lui. Donc, il y a toute cette prise en compte de cette dynamique-là. Comment que ces personnes-là agissent sur moi, dans quelle mesure que je dois en tenir compte, pourquoi je tiendrais plus compte, davantage compte du patron que de l'autre personne, elle, qui va subir les contre-coups de ma décision. Oui, tu as raison, mais le fait de savoir qu'il y a des incitatifs implicites qui jouent, auxquels on n'est pas attentif, auxquels à quoi tu penses? Dont on n'a pas conscience. Entre autres, tu sais, quand tu dis oui, les parties prenantes, pourquoi, par exemple, mon patron ça devrait être plus important, mais ce qui se passe souvent dans des décisions de groupe, il y a un leader. Quand le leader parle le premier, bien souvent, il y a toute une chaîne à ce moment-là de yes man. Oui, on l'exprime comme ça, mais dans une certaine littérature, on vient montrer justement que ça peut venir induire des biais informationnels. C'est vrai. Ça peut faire en sorte que très rapidement, on va se blinder ou s'auto-justifier sans avoir pris en considération suffisamment justement les faits importants de la situation. On parle même pas des conséquences puis des normes, là. Juste même les faits, les voir correctement. Ouais. Donc, il y a des phénomènes comme ça auxquels on porte pas spontanément attention. Et si on n'y porte pas attention, je veux dire, on peut s'engager dans des processus. Ça oblige au moins à prendre un pas de recul, se donner le luxe au moins d'un pas de recul pour analyser le problème avec un petit peu plus d'attention. Là. Notamment. Puis aussi un phénomène, puis ça qui a été beaucoup développé dans la behavioral ethics, le fait que, c'est malheureux, là, mais on se considère en général beaucoup plus moraux que ce que nous sommes en réalité. Et mais ça, simplement le savoir et voir de quelle façon, justement, on en est arrivé à repérer ces failles-là, c'est quelque chose aussi qui est intéressant parce que ça oblige à une forme d'humilité et surtout,
ça montre l'importance d'être davantage réflexif par rapport à nos réactions spontanées, à nos jugements spontanés. Notre propre jugement sur nos propres capacités à être capable de poser un geste qui correspond à nos idéaux, là. Pas juste on veut prendre les gestes qui correspondent à nos idées, qui s'alignent avec nos idéaux, mais souvent c'est ça, il y a des entraves, il y a des obstacles. Voilà. Parce que entre ce que l'on fait concrètement dans les situations qu'on réelles aimerait faire et ce qu'on dit que l'on ferait dans les mêmes situations, habituellement, il y a un écart. Il y a un écart. Ouais. C'est ça, je pense que c'est Mills qui disait, les expériences de Milgram qui disait, pas Mills, mais Milgram qui disait que si tu veux savoir si une personne, c'est pour ses expériences, il disait, tu ne demandes pas à une personne si elle sait nager, tu la lances à l'eau puis tu dis nage. Des fois, il y a une différence. Tu penses que tu sais nager, mais on va voir, on va te lancer. On verra, ouais. Écoute, Luc, on a fait un beau tour, on a regardé en amont un peu plus, on a revisité tes premiers moments, tes premières réflexions dans ta carrière. Peut-être un petit regard réflexif pour conclure. C'est quoi que tu... à rebours, là, il y a 40 ans, il y avait un jeune Luc Bégin là, qui se mettait à enseigner l'éthique. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ce jeune... Commençons par le jeune enseignant. Tu lui dirais quoi? Des conseils, honnêtement, j'en aurais un, mais comme je suis pas encore capable de le respecter aujourd'hui, ça serait peut-être stresse un peu moins. Ah oui. Voilà. Stresse un peu moins. C'est important, c'est essentiel, c'est un travail très valorisant, mais on n'est pas obligé non plus de stresser à ce point. Ah oui, c'est vrai, ça te stressait beaucoup? Énormément, mais l'enseignement m'a toujours stressé. Ah oui? J'ai toujours eu un stress. Évidemment, ça c'est... Pour les conférences, c'est la même chose ou C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ça a toujours été l'idée, mais là, on va faire ma psychanalyse, hein, mais ça a toujours été l'idée, dans le fond, une forme de stress qui est de l'ordre de tant et aussi longtemps que je n'ai pas, comment dire, un contact avec ces gens qui sont nouveaux devant moi. Le premier cours. Hein, le stress la froideur là, dans la pièce. Là, voilà. On te regarde avec le jugement. Là. La même chose pour les conférences, la même chose pour des présentations dans différents milieux. Le premier contact, tant qu'il n'est pas, tant que c'est pas cassé. Une première relation. Un stress quand même assez important en me disant, est-ce que je serai en mesure de leur apporter quelque chose, véritablement? C'est rassurant. Mais c'est ça. Ben moi, ça me rassure. C'est rassurant. Peut-être pas pour toi, mais c'est rassurant pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens. Puis je pense que t'es pas le seul. Là. Ah non, la façon que tu le dépeins, là, c'est là l'espèce de peur du regard. Au début, t'as pas de lien. Fait que les gens, nécessairement, sont dans le jugement, dans l'attente. Moi, j'ai décrit avec les bras croisés. Là, ils me regardent en disant, c'est quoi que tu vas m'apprendre sur l'éthique? J'ai pas de problème. Il y en a pas de problème. Là. Créer cette relation-là, c'est vrai, c'est stressant. Puis c'est quoi les conseils que tu donnerais à ce jeune Luc qui se préparait à devenir chercheur? La même chose. Calme-toi. Calme-toi un peu. Non, parce que, mais en même temps, je referais les choses de la même façon. Non pas que j'ai pas fait d'erreur, j'en ai certainement fait, mais on apprend de ses erreurs. Et je referais... les mêmes erreurs. Pas mal. Peut-être que j'essaierais d'en éviter quelques-unes où éventuellement j'aurais peut-être pu blesser des gens ou des choses comme ça. Mais en général, je referais la même chose. Excellent, Luc. Écoute, on va s'arrêter ici pour cette première rencontre. Pas trop épuisé, pas trop stressé. Ça va, je l'étais quand même au début. C'est drôle, là, ça reste. Hein? Ah oui. Bon, est-ce que je suis passé trop vite sur des parties de contenu? Non, absolument pas. OK. Bon, sinon, ce sera tout pour ce premier épisode, en espérant que vous avez apprécié ce premier entretien avec notre expert associé au cours éthique et professionnalisme. Content de faire avec vous ce bilan, de revisiter les thèmes du cours, l'histoire du cours, puis tranquillement se retourner vers l'avenir. Merci encore, Luc Bégin. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Et à vous tous et toutes, excellente journée. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.